Nouvel épisode de la Chaser. On est quelques jours après l'événement de drift, donc après la vidéo précédente que vous avez vue. Et comme vous le savez, après chaque événement de drift, il est toujours très important de venir vérifier son châssis. Il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant cette journée, et notamment des bruits châssis. Il y a eu quelques petits clonk-clonk qui ont apparu dans la direction quand je faisais beaucoup d'angles et tout. Donc on va vérifier s'il n'y a pas eu d'endroits au niveau du châssis qui se sont desserrés. Parce qu'on a roulé, j'ai calculé 114 km sur le circuit de drift. Ça fait quand même pas mal. Et entre-temps, il y a eu le problème de ralenti qui m'a embêté un peu sur la fin de journée. Je pense savoir d'où ça vient. J'ai eu un voyant moteur, j'ai pas filmé tout ça, qui s'est déclenché, qui m'indiquait que le MAF était pas bon. Je l'ai nettoyé, le voyant moteur est parti tout seul. Le ralenti était un peu mieux, mais c'était pas top. Et hors caméra aussi, j'avais nettoyé ma valve IACV, qui est une valve en fait qui gère le ralenti moteur. Je l'ai nettoyée parce qu'elle était vraiment encrassée. Et visiblement, c'est un souci récurrent sur les moteurs en JZ. Mais j'ai oublié de la graisser. Donc du coup, je vais la redémonter. Je vais la graisser. Et on va voir si le problème est résolu. J'ai aussi triché avec une petite vis justement sur le papillon pour essayer d'avoir un ralenti, on va dire, convenable. Mais au niveau du moteur, par contre, RAS, tout est ok. Je pense que déjà, on va voir ensemble, il va y avoir une belle fuite d'huile au niveau de la boîte parce qu'elle a pris tarif, on va pas se mentir. À la fin de la journée, il y avait quand même pas mal d'huile qui coulait un peu de la boîte. On sait pas d'où ça vient. Dans tous les cas, elle ne va pas rester longtemps. J'ai commencé un petit peu à réfléchir à l'avenir par rapport à la boîte de vitesse. Et je pense qu'on va partir sur une boîte manuelle. Alors, pour que vous compreniez, la valve est ici. Je viens de la démonter, je l'ai bien nettoyé à l'intérieur et tout, il est plutôt propre. Donc il y a un petit piston et un petit cylindre en fait qui monte et qui descend, qu'on peut apercevoir là-dedans aussi. Et du coup j'ai oublié de le graisser, donc on va voir si ça vient de là. Et sinon ça voudra dire que cette valve elle est HS, et si elle est HS, ben, elle coûte très cher. En attendant, on peut tricher par différentes manières. Tu peux tricher un peu sur ça, mais je suis déjà bien au bout. Sinon, moi, j'ai triché sur cette vis-là. Et cette vis-là arrive à me faire tenir actuellement un ralenti à 800 tours minute. Je pense que tant que j'aurai pas la Link dans la voiture, le CU Link, je vais être emmerdé par la valve IAC tant que j'ai pas mis ça. Donc en fait, si je vois que je commence à devoir acheter un MAF, une valve et tout, bah, j'achète la carte direct. Bon, on va faire le petit check-up du châssis. Et croyez-moi, on vient de regarder, fait chier. Il y a des petits problèmes. Au niveau de ces tirants-là, regardez. Hop là, ça touche. Ça a touché pendant la journée circuit et pas qu'un peu hein, quand même. Alors c'est ouais, l'intérieur de la jambe qui a touché. Hein. L'autre côté, bah pareil, ça a touché aussi. Alors ils vendent des bras où l'angle est plus cassé. Je pense pour éviter d'avoir ce problème-là, justement. Peut-être que ces bras-là n'étaient pas prévus pour avoir les cales de grand angle. Mais je sais qu'au pire des cas, il existe des bras. Alors, c'est con de les acheter deux fois, hein, je ne savais pas. Mais il existe des bras voilà, qu'on peut rajouter avec un angle plus gros. La boîte qui fuyait, j'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé et ça pissait de très très haut là-haut. Donc je pense qu'il doit y avoir une espèce de reniflard ou quoi en haut qui a dû pisser parce qu'avec le compte que je lui ai mis à la boîte de vitesse, alors là c'est encore un peu crade parce que j'ai changé la valve et la valve étant refroidie par liquide de refroidissement, il y en a un petit peu qui a coulé. Donc j'ai mis du nettoyant frein partout. Le reste de la voiture c'est ok. La ligne, bon voilà, pas de souci. L'arrière on a tout checké. Toutes les petites marques là, que Loïc m'avait fait, ça n'a pas bougé. Tout est bon. Donc après une bonne grosse journée de roulage, il n'y a rien qui a bougé et ça c'est plutôt cool. J'ai mis juste un huitième de tour sur les cales à l'avant, mais sinon rien n'avait bougé, tout est ok. Et on va passer maintenant à la suite. C'est pas gagné. Bon, les amis, c'est vraiment pas gagné là pour la Chaser parce que je commence vraiment à être embêté. Pour ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs, c'est très grave. Vous avez vu la casquette que j'ai là? C'est la casquette que vous avez réclamée justement. Il y en a plein qui m'avaient envoyé des MP pour me demander c'est quand que tu sors une casquette. Elle est là, ça y est, enfin. Je vous mets le lien de mon site directement en description. Comme ça, vous pouvez aller regarder ça si jamais vous en voulez une. C'est enfin dispo. Ça reprend tout simplement le logo de 2024 qu'on a mis sur une casquette. Et c'est fabriqué en France. Revenons au NJZ. J'avais nettoyé la valve IACV qui sert au ralenti. Mais malheureusement, ça n'a pas servi à grand chose. Ça n'a absolument pas fonctionné. Du coup, on l'avait condamné avec une chambre à air. On a fait un truc de fou. Hein. C'était avec le papy de Thibaut. Là, on a fait un truc, c'était du top niveau. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je crois que je l'ai mis là. Voilà. Voilà avec quoi on avait condamné la valve IACV pour que je puisse rentrer chez moi. Parce qu'après l'avoir dégrippé, je l'ai remis sur la voiture et en fait le ralenti était bloqué à 2000 tours minute. Ce qui était clairement pas pratique en soi. Donc du coup on a fabriqué ça pour que je puisse rentrer à la maison et régler le ralenti avec la petite vis que je vous avais montré. Et arrivé à la maison, j'ai appelé un copain à moi, Alexis, qui m'a gentiment dépanné d'un MAF et
d'une valve IACV pour que je puisse essayer sur ma voiture. Alors le MAF finalement n'est pas en panne, c'était une erreur qui remontait par rapport justement à la valve IACV, parce que quand je débranche mon MAF ou quand je le rebranche, il se passe quelque chose, et j'ai monté le sien et les résultats sont les mêmes. Donc au niveau du MAF, on est ok, c'est à écarter, il n'y a pas de problème. Mon problème vient vraiment de la valve IACV. Et le problème, c'est que j'ai monté sa valve et ça a marché 15 minutes. Et je sais pas pourquoi, j'ai réussi à aller jusqu'à la station de lavage, me balader, éteindre la voiture, la rallumer, lui mettre un coup de Karcher et tout. Et à un moment donné, j'arrive à la station essence, je coupe la voiture et au moment de redémarrer, ralentir à 2000 tours. La légende dit que sa valve se serait aussi grippée, parce que ça fait 3-4 ans qu'il s'en était pas servi. Et du coup, ça a tendance à se gripper quand tu t'en sers pas. Donc, j'ai pris la mienne. Et j'ai dit, je vais faire un test. Veuillez m'excuser du bordel, c'est complètement en chantier. J'ai pris ma valve et je l'ai laissé tremper 24 heures dans du WD-40. C'est-à-dire que je l'ai rempli à rabord de WD-40. Je l'ai laissé tremper dans l'espoir que ça dégrippe la mienne ou autre. Je vais démonter la sienne qui m'a prêté pour remonter la mienne qui normalement est censée être dégrippée, hein, si ça veut bien fonctionner. Et on va voir si ça marche. Si ça marche, ça veut dire qu'elle était vraiment grippée. Et si ça marche pas, ben, je vais remettre le petit système de blocage. Je vais régler à peu près mon ralenti avec la vis en trichant. Et là, par contre, c'est la merde. C'est la merde, pourquoi ? Parce que il existe des valves IACV de remplacement. Alors en fait, c'est des adaptateurs qui te permettent de poser des valves de ralenti de Ford à 30$. C'est bien pratique. Sauf que malheureusement, ce système ne fonctionne que si tu as un ECU programmable. J'aurais pu acheter un link justement pour pouvoir le mettre et me dire bon ben problème réglé, on fait péter le MAF, on met la sonde de ralenti de Ford, je mets mon link, en plus je pourrais peut-être faire un petit peu de touchage de gestion et tout. Sauf qu'il y a un problème, c'est que le link ne gère pas la boîte auto. Donc, pour mettre la valve IACV Ford, il faut d'abord que je swappe la boîte. Je me suis lancé dans un truc là, c'est n'importe quoi. Si ça marche pas, ça veut dire qu'il faut que je swappe de boîte de vitesse pour pouvoir utiliser ma voiture. Autant me dire qu'elle va rester à l'arrêt pendant un petit moment. Je suis déjà en train de récolter des pièces, mais je te dis pas la galère que c'est de récolter toutes les pièces de la pédale d'embrayage, tout le système de maître cylindre, de durite et tout, la boîte, la cale de boîte, le volant moteur, l'embrayage, le support de boîte à fabriquer, l'arbre de transmission. Il y a beaucoup de pièces à récolter. Je sais plus combien de fois je l'ai démonté cette valve, mais un nombre incalculable de fois. Bon, l'avantage c'est que toutes les vis se dévissent à la main. Bon, la valve elle est changée. On va voir maintenant si ça marche. J'ai pas reconnecté les durites avec les colliers, mais normalement ça change rien, c'est les durites de refroidissement. Et le problème en fait, donc comme je vous disais, c'est que cette valve gère mon ralenti. Là normalement, si c'est pas réparé, ça monte à 2000 tours minute. Et quand je pince ça, eh ben, le ralenti descend. Et quand je la pince à 100%, la voiture cale. Parce qu'il y en a qui m'ont dit en commentaire dans mes stories, et vérifie si t'as pas d'autres fuites ailleurs. Je l'ai fait, mais si, quand je pince ça, j'arrive à faire caler la voiture, ce qui est la durite qui est reliée de mon admission à la valve, ben, si quand je la pince, j'arrive à faire caler la voiture, s'il y avait une fuite ailleurs, techniquement, j'arriverais pas à faire caler la voiture avec ça. Surtout que ça, c'est vraiment un problème connu et récurrent sur les 1JZ. Donc on va voir si ma réparation avec mon bain de WD-40 fonctionne. Sinon, ça sera condamnation de la valve et réglage du ralenti avec la vis qu'elle a. Et là, c'est pareil, hein, tout mon câble est lâche, la vis de ralenti, tu vois, elle est dévissée, elle touche plus du tout le papillon. Donc tout est vraiment fait pour que le ralenti soit géré uniquement par la valve. Normalement, en starter, elle devrait être vers les 1002, 1003. Si elle est à plus, si elle est vers 2000, bah c'est que c'est cramé. Hein. Elle n'a pas tourné depuis ce matin. Donc on va voir ensemble à combien elle va être. Là, elle est à 1000. C'est assez étonnant même. J'en suis presque choqué. Je m'attendais à ce qu'elle soit à 2000 parce que cette valve est tellement chiante. Là, ça veut dire que c'est réparé en gros. C'est presque douteux. Incroyable. 1000 tours minute. J'en suis choqué. Donc ça veut dire que éventuellement, si ça rebug, ça veut dire que la valve s'est regrippée et ça veut dire que le WD-40 n'est pas pérenne dans le temps. Donc il faudra que je trouve
lubrifiant qui reste plus longtemps dans la valve que le W40. Elle est en train de baisser, hein. Elle arrive à 900 tours. Elle arrive doucement à 900 tours. Elle est en train de baisser, donc ça veut dire que le piston à l'intérieur de la valve, il est... Faudrait peut-être pas que je fasse ça à l'écran. Il est vraiment en fonction. Elle est à 900, ça y est. Ça veut dire que techniquement, je peux continuer à me servir de la voiture. Ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas utilisé depuis que je suis revenu du circuit. Bon, il y a toujours ces bruits atroces de combiné, mais ça, on va pas tarder à avoir trouvé la solution, je pense. Donc, niveau du moteur, c'est ok. Elle fait pas de bruit parce que j'ai la chicane, hein, rassurez-vous. Je tiens à préserver la sonorité de mes voisins, c'est dégueulasse. Je suis trop content. On va pouvoir rouler avec. Bon, retour à l'étape semi-zéro. J'ai éteint, rallumé, éteint, rallumé, éteint, rallumé. Elle est repartie à 2000 tours minute. J'ai éteint, rallumé, elle est repartie à 1005. Là, j'ai redémonté la valve. J'ai balancé de la graisse à chaîne de moto. J'essaye de trouver une graisse en fait qui va rester plus pérenne que le WD-40. Là, elle est à 1100 tours, je crois. Donc, le problème vient bien de cette valve. Hein. Ouais, voilà. Là, elle est à 1150 en gros. Mais tout à l'heure, elle était très bien et je pense que la valve s'est regrippée ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment une catastrophe cette valve. Là, je sais pas pourquoi, elle est plus à 2000, ça veut dire qu'elle est quand même utilisable. Mais ça reste quand même bien la merde, quoi. Cette valve est vraiment casse-couille. Et la preuve est que ça vient bien de la valve et pas d'ailleurs. Et qu'il n'y a pas de fuite à ce niveau-là. Je regarde. Voilà, j'arrive quasiment à faire caler la voiture. Donc c'est que vraiment le problème, il n'est pas là, il est vraiment au niveau de la valve, il est entre le collecteur et la durite. Ah, c'est pète couille en vrai, hein. C'est vraiment pète couille. Bon là elle est à 1100, ouais, c'est presque utilisable, mais c'est dommage quoi, c'est dommage qu'elle... Je sais pas, je vais peut-être essayer de rouler avec ou quoi, je sais pas. C'est dommage, c'est bien sans être bien. De toute façon, on va charbonner pour vite faire la boîte de vitesse pour pouvoir poser le link et passer sur la valve aftermarket. Je pense que je vais quand même essayer de l'amener au garage, comme ça au moins ça me fera un essai et on verra si la valve évolue ou pas. Et je vais quand même faire ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire changer le radiateur par un radiateur gros volume, poser mon échangeur frontal gros volume et je sais pas si je vais pouvoir regarder le pare-choc d'origine, je pense pas, donc peut-être déjà vous montrer le pare-choc avant du body kit que j'ai acheté. Et après ben, on va commencer à swapper la boîte hein, tout simplement parce que c'est dommage, hein, juste pour une valve de ralenti à la con, c'est dommage quand même d'être embêté comme ça et de pas pouvoir profiter de la voiture. Bon, de toute façon c'est un projet, je le savais qu'en me lançant là-dedans elle allait pas rouler tout de suite. Il y a énormément de choses, c'est pareil quand je vais attaquer la prépa moteur, ben, elle va pas rouler tout de suite non plus. Patienter pour mieux en profiter derrière. Finalement, j'ai décidé d'aller faire un petit tour avec et le ralenti s'est stabilisé à force de bidouiller un peu la valve à 1050 tours minute. C'est pas plus dérangeant que ça. Je pense que je vais la rouler comme ça le temps que je continue à faire les modifications, comme je vous ai dit, les futures pièces, donc pour aller au garage et tout. 1100 tours minute, 1050, ça va. On va voir s'il n'y a pas d'autres problèmes qui surviennent. On va voir aussi si à chaud ça évolue. Mais je pense que je vais encore un petit peu travailler sur cette valve, comme lui mettre un petit coup de bain à ultrasons, de re-bain de dégrippant. Donc on verra si ça fait quelque chose ou pas, parce qu'en tout cas ça a bien agi. En faisant ça, le bain de WD-40, j'ai gagné quand même 900 tours minute. Donc je vais continuer à faire des trucs comme ça, en attendant de pouvoir monter la valve aftermarket. J'ai réussi à arriver jusqu'au garage. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on va installer comme pièce. Et il y a du boulot. Alors, échangeur, pour avoir un échangeur gros volume au niveau de l'air. Radiateur d'eau en aluminium et un peu plus gros que l'origine. Et évidemment, pare-choc avant. Pare-choc avant, pourquoi? Parce qu'avec l'échangeur gros volume, je ne peux plus remettre le pare-choc avant. Donc j'ai ces 3 pièces à monter et je suis assez content parce que j'ai mis du temps, j'ai eu du mal, mais j'ai trouvé un piping d'échangeur noir. Et regardez la finition, c'est pas déconnant. C'est une espèce de martelé, vermiculé, je sais pas trop comment. Mais en tout cas, je suis très content parce que je ne le voulais pas en alu. Parce que l'alu, ça se raye très facilement, ça vieillit plutôt mal en fait. Ça prend vraiment tous les chocs, les petites rayures et tout. Et noir, c'est plus discret vu que je veux une B-moteur totalement noire. Le moteur est déjà noir, donc ça sera parfait avec ça. Les durites pareil, noir, les colliers, l'échangeur spécial JZX100 et le radiateur JZX100. Je vais commencer par l'échangeur, comme ça laisse le temps à la voiture de refroidir tranquillement. Le liquide de refroidissement, je ne me brûlerai pas avec. De toute façon, j'ai oublié mon liquide de refroidissement au cas où j'en fais tomber. Donc, j'ai pas d'autre choix que de commencer par l'échangeur. Et on va la mettre sur le pont et on va surtout tomber le pare-choc avant. Et ça, j'ai jamais fait. Normalement, sur une job, ça devrait pas être compliqué. On va voir.
commencer l'étape de démontage du pare-choc. D'ailleurs ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va les enlever et je vais vous parler de quelque chose de très important. Il faudra vraiment être au rendez-vous dans la prochaine vidéo de la Chaser parce que déjà vous n'êtes pas prêts et ce n'est pas du putaclic. Quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, c'est que vous êtes vraiment pas prêts parce que je vais vous faire une annonce de fou malade. Vous n'êtes pas prêts, vraiment. Je dis pas de conneries. Soyez au rendez-vous, vous le regretterez pas. Passage de roue. Bon ben voilà, l'échangeur est au sol. Bah, tu vois qu'il y a quand même une sacrée différence. Hein. On double fois 2,5 par rapport à la taille d'origine. Par contre, il était assez large. Tu vois? Hop. Il était plus large. Celui d'origine était plus large que celui que je vais mettre. Et ça lui fera pas du mal. J'ai dû effectuer une petite recherche sur internet parce que j'avais pas compris quel tube allait à quel endroit. Là c'est bon, j'ai trouvé une photo, ça va m'aider. Je mets mes petites durites, je mets mes petits conduits. Donc ça c'est la partie gauche de l'échangeur. La partie droite est un petit peu plus chiadée, il y a quelques petits enchaînements de petites durites et de petits morceaux en dur. Ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Il y avait bien un collier plus petit fourni avec un réducteur. Jusque là c'est ok. Ça devrait bien fitter. Il faut voir après pour les supports d'échangeur où est-ce que je les mets et tout. Mais ça a l'air d'être plutôt correct. Bon, j'en suis ici. Le piping, c'est en train de se monter. Et là, j'étais en train d'essayer de comprendre où est-ce que je mettais mon échangeur. Il faut le mettre là, évidemment. Bonjour Thibaut. Et Thibaut m'avait dit qu'il fallait peut-être retirer ça. Effectivement, il faut que ça parte. La première patte de fixation va venir se mettre ici. Et les secondes vont venir se mettre dessous. Bon, ça y est, j'ai réussi à mettre l'échangeur en place. Et malheureusement, par contre, pendant le transport, il a pris quand même un beau star et en fait je comprenais pas, ça m'a décalé toutes les pattes. Donc j'ai retordu des pattes en dessous là pour essayer de l'ajuster propre. Par contre j'arrive pas à comprendre pourquoi là je suis pas totalement droit. J'ai l'impression que ce tube est légèrement trop long ou après que ça prendra peut-être sa forme une fois que j'arriverai à tout serrer. Là de toute façon rien n'est serré. Je vais monter ce côté et je vais voir du coup comment ça fit. Bon, je me suis pris la tête un petit peu avec l'échangeur là parce qu'en fait la photo était complètement pétée sur internet et j'avais des durites qui n'étaient pas du tout montées à l'endroit. C'est-à-dire que ce tube il était inversé et ça tombait pas totalement droit. Là on voit, c'est bon, c'est parfaitement droit. Et là en fait je comprenais pas par où il fallait passer. Et ben maintenant j'ai compris, il fallait en fait passer par dessous le bac de liquide de lave-glace, retirer la pièce qui est là-bas, tu remontes, t'apparais ici, là tu mets ton petit coude et c'est terminé. Je comprenais pas. Et là maintenant c'est bon. J'ai compris, je vais faire le montage. Voilà, là il est maintenu. Je vais pouvoir mettre mon collier paisiblement. Ah. Ouais, facile sans être facile cette opération encore. Hein. Putain. Ah, il me fait chier lui là. Qu'est-ce qu'il a encore? Mais qu'est-ce que... Enfin une voiture à ta taille. Oh, comme je suis immense, c'est pas vrai. Immense. Terminé. Je suis content. Je suis content. Et c'était pas une galère une fois que j'avais compris quelle durite allait où, en fait. C'était beaucoup plus simple. En tout cas, je suis bien content parce que l'effet noir, il est
bien cool. Du rythme noir. Là, on a gardé celle-là d'origine, en attendant d'avoir le gros turbo ici pour refaire du sur-mesure plus tard. Du coup, c'est pas mal, hein. Ça plonge bien. Je ferai un petit truc ici sur l'échangeur aussi, vous verrez la prochaine fois. Les petits coudes. J'ai essayé de mettre du rythme du mieux que j'ai pu, hein. Et hop, ça remonte. Ça vient là. J'espère pour moi que j'ai bien serré tous les colliers. Sinon, j'aurai une surprise à la prochaine charge de turbo. Ça va me faire bizarre. Bon, eh ben, est-ce qu'il serait pas temps de venir positionner le pare-choc pour voir si ça va être la galère ou pas. Et en dernier, je pense que je ferai le radiateur d'eau. Bon, je viens de positionner le pare-choc. Tout a l'air à peu près ok, sauf à ce niveau-là. Ça frotte. Donc là, j'ai tracé des petits traits et je vais commencer à usiner mon petit pare-choc pour laisser passer les durites de l'échangeur. Mais ouais, regarde, on voit les traces là. J'étais quasiment sûr que de toute façon ça allait pas, puisque de toute façon c'est prévu pour être un montage sur une voiture d'origine qui n'a pas d'échangeur frontal. Donc comme la plupart du temps, tu es obligé d'ajuster. Normalement ça devrait aller droite et gauche. Tu reperces tes trous directement sur le pare-choc, tu les fixes. Normalement ça devrait aller sans trop forcer, on va voir ça. Encore un tout petit peu là, faudrait que j'agrandisse là. C'est long, c'est chiant, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Bon, je préfère vous le dire, c'est la merde. J'ai réussi à fixer le pare-choc. Bon, pour moi, il est fixé. Il y a une vis ici. Il y a un petit picot guide ici. Et là, ici, en fait, tu vois que tu pouvais faire un trou pour y mettre un boulon plus un écrou. Peut-être par l'intérieur. Tu dois y avoir accès ou quoi. De toute façon, ce n'est que du provisoire, bien évidemment. Je vais pas laisser mon pare-choc blanc. Et mon carrossier, Kevin, qui est fabuleux, je pense que je le laisserai lui ajuster, même si je me suis pas trop mal démerdé en soi. J'ai pas voulu serrer à fond ici parce que j'ai pas envie de faire forcer la fibre. Mais je me suis pas trop mal démerdé. Là, ici, c'est bon, ça touche plus. Enfin, ça vient reposer du moins. C'est pas, ça ne force plus. Je vais venir fixer ce côté. Et une fois que ce côté sera fixé, je vais pouvoir rentrer chez moi avec cet engin. Ah, j'adore quand tu vois l'échangeur comme ça. C'est marrant, on voit plus d'un côté que de l'autre. Mais en tout cas, ça sera une bonne étape d'avancement aujourd'hui sur la Chaser. Je vais faire les trous là, trous là, trous là. Le dernier ici, le picot là. Je remets toutes les vis et terminares. Fini. Ça fait du bien. Et ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Ça a vraiment, vraiment la gueule que je voulais. C'est quand même pas mal ajusté. Je suis assez fier de moi. On va pas se mentir. Je suis quand même content. Bon, je vais pas avoir l'air con là quand je vais me balader dans la rue avec mon pare-choc blanc et ma bagnole noire. Mais l'échangeur est posé, le pare-choc est posé. Je peux rentrer chez moi. Allez, je remonte tout. Jantes, clignot. Je regarde si dessous je peux remettre au moins la plaque métallique qui protège le carter moteur. Et le radiateur, je verrai plus tard. On va le faire dans la vidéo. Mais je verrai pour le faire demain ou quoi, parce que là, il est déjà 18h, donc je vais peut-être rentrer chez moi. Je me retrouve tout seul, là, dans le garage. Oh là là. Ah oui, quand même. Ça va vraiment être beau quand elle sera finie, cette caisse. Bon, allez, moi, je rentre chez moi. À tout de suite pour le radiateur. Je crois qu'il n'y a personne, s'ils sont là-bas. Ok, on va pas faire de bruit. Il y a forcément une boîte de vitesse pour moi là-dedans. Oh putain, regarde. Discrètement. C'est quoi ça? Oh putain, il y a des boîtes de vitesse partout. C'est des boîtes de M3 ça. Ça c'est bien pour la Chaser. Oh putain, ouais, ça encaisse la puissance ça. Ouais, elles sont là en état de fonctionnement. S'il a mis des pièces, c'est qu'il va se servir de celle-là. Oh, c'est quoi ce monstre? Oh putain de merde, mais c'est quoi cette boîte? Oh mais elle est neuve. Elle est neuve. Oh mais c'est un monstre. Mais elle est 2 fois plus grosse. Oh mais elle est neuve. Putain, je vais le piquer, c'est quoi ça? C'est quoi comme boîte? Putain,
c'est une boîte de 330D. Ça prend 1500 Nm dans la gueule et ça bouge pas, ça. Oh putain. Y'a quelqu'un? Non, non, y a personne. Ah bon. Je sais pas par où l'attraper. Oh. Oh putain. Oh ouais, c'est ça là que je veux. Ouais, il verra rien de toute façon. Oh putain, j'ai une boîte de 3 vaillis à la maison. Je vais venir la prendre et je vais lui déposer à 3 vaillis. Oh putain, faut que j'arrive à l'amener dans le Cayenne. Ok, c'est bon. Allez, on se taille. Oh putain, j'ai la boîte. Oh putain. Oh putain. Il a rien compris, il va rien comprendre. Eh ouais, après mûre réflexion, malheureusement il n'y aura pas de ZF 8HP comme j'avais prévu à l'origine. J'aurais vraiment voulu mettre ça dans la Chaser, honnêtement, je vais être franc avec vous. Une petite ZF 8HP, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est les boîtes automatiques qu'on va retrouver aussi dans les Jaguar F-Type, dans pas mal de bagnoles en fait, parce qu'elles ont été mises un peu partout ces boîtes, parce qu'elles sont excellentes. Et notamment, voilà, qu'on retrouve dans les 240, 440, 320i, même, il y a plusieurs références de boîtes, hein, bien évidemment, plus le moteur est gros, plus la boîte était résistante. Et l'avantage de mettre ce genre de boîte, ben, c'est que en termes de sensation, quand tu passes les rapports, ça aurait été juste incroyable. J'aurais mis des petites palettes au volant, tu passais ton rapport, le turbo il avait pas le temps de redescendre. En termes de réactivité, ça aurait été vraiment ultra dingue. Surtout avec le petit lever de vitesse BMW au centre de la Chaser, le truc aurait été vraiment bien. Mais par rapport à la précédente vidéo, que j'ai dû supprimer bien évidemment, merci, parce que j'ai employé le mot interdit sur circuit en France. Le mot drift. Donc cette fameuse vidéo que j'ai supprimée, donc où je testais la voiture sur circuit, j'ai pu me rendre compte d'une chose, c'est que la boîte auto c'est cool, mais en fait j'ai vraiment trop besoin d'un embrayage. Pour mettre des coups de clutch, j'ai vraiment besoin de cette pédale d'embrayage, et j'ai aussi également besoin d'un frein à main. Et un frein à main soit hydraulique, soit un frein à main performant sur la Chaser, et chose que je ne peux pas faire avec une boîte auto, parce que si tu tires le frein à main sur une boîte auto pendant qu'elle est engagée, ça fait des chocs à pic. Alors que là, du coup, avec un embrayage, tu débrayes, tu tires ton frein à main et hop, tu rembrayes. Donc malheureusement, suite à ces deux trucs-là, donc l'embrayage et le frein à main, je me suis dit que finalement, la boîte manuelle sera toujours le meilleur combo pour une utilisation street drift par rapport à ce que je veux en faire. Donc je la passe en boîte manuelle. La boîte manuelle qui est ici, qui a toujours pas bougé parce que j'ai pas réussi à la déplacer, et d'un côté elle ne bougera pas parce qu'on fera le swap ici chez JMT. Pour votre information, ce que vous voyez ici, c'est une boîte de M3 E36, donc déjà une boîte de vitesse plutôt sympathique. Et là à côté, l'énorme boîte de vitesse qui est donc la mienne que je vais mettre sur la Chaser, qui est une boîte de 330D, donc il y aura quand même un petit peu de BMW dans la Chaser, de 330D E46 phase 2. Pour les experts BMW, la boîte de vitesse est une GS6 53 DZ en HGA. Pourquoi j'ai pris cette boîte? Pour la simple et bonne raison que Anthony, maître râleur, avait ça dans son garage et qu'il ne s'en servait pas. Du coup, il me l'a vendu. Et là où c'est vraiment incroyable, c'est que vous voyez bien l'état de différence entre les deux boîtes. Regardez, je vous montre. On le voit bien aussi, par exemple, au niveau des étiquettes qui sont marquées ici. Tout est neuf. La boîte a 60 000 km. Elle provient d'une 330D qui est tombée dans un fossé, malheureusement. Alors, pas un ravin, un fossé. Hein. C'est un fossé, c'est un petit ravin. Du coup, ce qui fait que la boîte est neuve. Elle fonctionne parfaitement bien. Enfin, du moins, elle fonctionnait parfaitement bien. Normalement, elle devrait pas avoir bougé, hein, puisque la voiture, c'est juste retourner et passer épave parce que le toit a été plié. Elle est vraiment juste tombée comme ça. Ah, elle est tombée comme ça. Donc, je suis assez content, parce que cette boîte de vitesse, tout le monde se touche la nouille sur les prix de vente, et celle-là, elle est neuve. Elle est vraiment neuve. Je l'ai payée 600 €. Je suis très content. Pour une qui a 60 000 km, je trouve ça hyper correct. Et là où ça va être vraiment intéressant, c'est que ça, donc c'est une boîte 6 vitesses que je vais accoupler sur la Chaser qui a un pont court d'origine parce que c'est une boîte auto. Et je suis en 3,91. Ça veut dire que je vais coupler une boîte 6 vitesses avec un ratio de pont en 3,91. Ça devrait être vraiment très intéressant pour le drift. Et normalement, sur les trajets autoroutiers, on a fait une simulation. Je devrais être à 130 aux alentours des 3500-4000 tours minute. À vérifier une fois qu'on aura monté la boîte. Je peux pas en être encore sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que la première, deuxième, bon la première va pas trop servir en drift, mais la deuxième, troisième, voire 4, ça va être vraiment cool. Et encore mieux quand j'aurai les 500 chevaux. La Chaser est là, elle attend sagement. Alors,
on va pas le faire tout de suite. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la suite des événements pour la Chaser. Là, moi, je vais avoir un petit battement où je vais pas pouvoir faire de vidéo. Parce que, pour une simple et bonne raison, je dois faire un voyage à l'étranger. Vous comprendrez pourquoi, je vais vous en parler. Et à mon retour de voyage à l'étranger, j'ai une petite opération à faire, qui m'enchante pas d'ailleurs. Mais je vais pas pouvoir faire de mécanique pendant quelques jours, je pense. Je sais pas, je verrai en fonction de mon état. Donc là, on va finir cette vidéo sur ça. Je vais pas pouvoir monter le radiateur, qui est là d'ailleurs, qui est juste derrière moi. Parce que j'ai pas eu le temps, là je suis en train de finir de préparer, je pars dans une semaine. Donc je monterai le radiateur en même temps qu'on fera la boîte. Voilà niveau planning où on en est. Maintenant, une petite précision aussi. Pourquoi j'ai pas pris une boîte Toyota? Parce qu'il y en a forcément qui vont me poser la question et qui vont me dire pourquoi t'as pas mis une R154 ou quoi? Ça va en lieu et place sur la Chaser? Non, malheureusement ça ne va pas en lieu et place sur la Chaser. Je vous explique pourquoi. Parce que moi j'ai une Chaser en boîte auto. Le tunnel de boîte est prévu pour une boîte auto et pour le shifter de la boîte auto. Si j'avais voulu mettre une R154, qui est la boîte Toyota, effectivement, au niveau du moteur, ça serait rentré plug and play. Là, ça nécessite l'adaptation avec une cale de boîte PMC, que j'ai reçue d'ailleurs, que je vais vous montrer tout de suite. Le voilà, le colis tant attendu de chez PMC Motorsport. Rien à voir avec BMW, bien sûr. Là, ici, on a le shifter. Et là, ici, on a la cale avec le volant moteur. Je vais vous déballer ça tout de suite et vous allez voir la qualité. Alors, bien évidemment, il existe plusieurs marques qui proposent des cales de boîte. Mais honnêtement, moi, je me suis directement adressé aux meilleurs. Ce que j'estime pour moi être les meilleurs, c'est PMC. Vous allez voir la qualité de fabrication, vous allez comprendre. Déjà, je vais vous montrer le short shifter. Ça, alors tout est usiné, CNC dans la masse et tout. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais en gros, ça, c'est la cale que je vais mettre sur mon tunnel de boîte auto pour venir y mettre mon short shifter. Mon short shifter qui ressemble à ça, j'ai choisi le modèle court. C'est monté sur des rotules, c'est hyper quali, c'est hyper bien assemblé. Et en plus, c'est pas si cher que ça. Là, on le voit bien, quand même, les traces d'usinage et tout, c'est hyper quali, j'adore. Mais le plus impressionnant, ça reste la cale. Alors, ça ressemble à ça. Là, vous l'ouvrez. Déjà, il y a le volant moteur. Le volant moteur qui déjà est allégé. Ça, c'est cool parce que automatiquement, j'ai un volant moteur allégé. Ça pèse vraiment moins lourd que les volants moteurs qu'on peut retrouver sur les Chaser d'origine. C'est hyper qualitatif, j'adore. C'est tellement cool de recevoir ce type de pièces. Ça veut dire que ça y est, là, je rentre enfin dans des prépas dignes de ce nom. Là, ici, il y a toutes les visseries. Et je vais vous montrer, du coup, la cale de boîte. Ça ressemble à ça. Voilà la cale de boîte. Alors, il y a marqué 2JZ parce que c'est adaptable sur 2JZ. 2JZ, 1JZ, c'est pareil. Là, ici, on a le petit logo PMC. C'est hyper quali. Je ne vais pas la sortir parce qu'elle est calée dans le carton. Je vais la laisser pour le transport, ça sera plus sécuritaire. Mais en gros, ici, vous avez toutes les vis pour venir caler votre boîte BM sur votre moteur JZ. C'est incroyable, ce type de pièce. Je trouve ça incroyable. Et le kit n'est pas si excessif que ça. Alors, il est fourni avec l'embrayage. Moi, j'ai pas demandé l'embrayage parce que du coup, je l'avais déjà à côté. Je l'avais pris chez le fournisseur de Thibaut directement. Mais ça, plus ça, là, ça va commencer à devenir intéressant. Et donc, grâce à cette cale de boîte, je peux mettre ma boîte. Et là, il y a un truc de fou qui se passe. C'est que si j'avais dû mettre une boîte R154, donc la boîte d'origine de la Toyota Chaser en manuel, j'aurais dû découper le carré là où est-ce que tu mets ton shifter, j'aurais dû faire une rallonge en triangle. En gros, j'aurais dû creuser un peu le tunnel de boîte pour laisser passer le levé de vitesse. Et ça, je t'avoue que ça m'aurait un peu emmerdé parce qu'il aurait fallu enlever tous les plastiques, enlever la moquette, envoyer des coups de disqueuse dans la bagnole et ça m'enchantait pas plus que ça. Et accessoirement, j'ai oublié aussi quelque chose de très important, c'est que les R154, déjà, ça coûte très cher, entre 1005 et 2000 euros. Et en plus de ça, elles se permettent de pas être super fiables. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes de synchro de 3 sur les R154. Donc franchement, non merci. Parce que la boîte BM, je ne l'ai pas dit non plus, mais pour info, c'est hyper solide. Ça se retrouve assez facilement et ça encaisse 1500 Nm de couple. Et ce qui est assez fou, c'est que le 1JZ couplé avec la cale PMC et la boîte BM, le short shifter PMC, je rentre en lieu et place du shifter de la boîte auto. Donc il n'y a aucune modification à faire. Et je peux même laisser mon contour de boîte
boîte auto, la pièce en carbone Kevlar là qu'il y a dans la Chaser, et laisser sortir le levier de vitesse par là. Je pourrais le remplacer à terme si je verrais que ça me pose problème esthétiquement ou en mouvement. Je sais qu'on l'a déjà fait, quelqu'un l'a déjà fait justement. Je suis les bons conseils de quelqu'un sur Facebook qui me conseille à la perfection justement pour faire ce swap, que je remercie beaucoup. David, d'ailleurs, t'es vraiment un mec formidable. David, pour information, c'est un des anciens mécanos de Axel François que j'ai trouvé par hasard sur Facebook, qui a fait ce swap de boîte de vitesse sur sa Chaser. Il a une Chaser qui est monstrueuse, grise, elle est magnifique, et il me répond du tac au tac sur toutes les questions que j'ai à lui poser. Il est incroyable, il est adorable, et il tâte hyper bien la méca. Donc toutes les petits trucs que j'ai à lui poser comme question, il me répond. C'est vraiment un amour. Et donc je disais, au pire des cas, je pourrais enlever la partie centrale où il y a la boîte auto pour remettre du coup une partie centrale plus centrée, parce que sur la boîte auto elle est un petit peu décalée, je vais vous montrer, plus centrée pour la boîte manuelle. Voilà, vous voyez, là en fait en gros, le shifter de la boîte auto il est un petit peu décalé sur la gauche pour laisser passer les boutons à droite, alors que sur la boîte manuelle, en fait, les boutons que vous retrouvez là, eh bien, ils se retrouvent ici. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que celui-ci n'y est plus, il reste que 2 boutons, parce que ça c'est les modes de boîte je crois, et du coup ça disparaît. Mais en gros voilà, au pire des cas, le short shifter PMC sortira par là, et si jamais ça va pas, je changerai toute cette partie pour la mettre en boîte manuelle. Donc voilà où on en est pour l'instant pour la Chaser. Donc cette vidéo va se terminer ici, et je pense que c'est plutôt pas mal, hein, j'ai quand même pas mal avancé. Vous l'aurez compris, donc dans les prochaines séries de vidéos, on va attaquer le swap de boîte. Il va y avoir beaucoup de boulot, et vous allez être bien content, parce que le swap de boîte, je le fais principalement avec Anthony. Il est possible qu'il y ait des insultes sudistes qui partent à droite, à gauche pendant toute la série de vidéos, c'est vraiment pas impossible. Donc attendez-vous à du spectacle, parce qu'on va passer une semaine collés ensemble tous les jours. Ça va être très sport. Donc voilà pour la suite de cette Chaser. Et après, on continuera le kit carreau et ainsi de suite, et on terminera par la prépa moteur. Comme ça au moins, dès que la prépa moteur est terminée, il n'y aura plus qu'à kiffer. Sur ces belles paroles les amis, je vous remercie encore 1 milliard de fois de suivre les vidéos de la Chaser, parce que pour moi c'était quand même un pari osé de vous en parler. Dans tous les cas, cette voiture il aurait fallu que je l'achète dans ma vie, parce que c'est ma voiture de rêve, clairement, on va pas se mentir. Et je me suis dit, je sais pas si ça va marcher sur YouTube, je sais pas s'ils vont être là, s'ils vont être réceptifs ou quoi, parce que ça reste quand même une vieille berline Toyota des années 90, ça a très peu d'intérêt sur le papier, mais quand on commence à comprendre les possibilités de la voiture, le châssis, la conduite, la sonorité, le moteur, en fait là on commence vraiment à comprendre et à rentrer dans le délire. Donc merci vraiment d'être là, c'est tout ce qu'il y a de plus important pour moi, de vous partager ce que je fais sur cette Chaser avec vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez derrière moi, que vous kiffez les vidéos et tout, donc merci, c'est grâce à vous que je peux réaliser enfin mon rêve d'avoir ma Toyota Chaser. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est tout ce que je vous demande, et on va aller loin avec cette Chaser, je vous le promets. Allez, ciao! I keep finding myself in these dark rooms, and I don't know how to get out now that